Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez bien Syncover pour cette deuxième édition de Parlons Beu, Parlons Bien. Comme chaque semaine, on se retrouve avec nos chroniqueurs pour débattre de l'actualité. Et aujourd'hui, je suis accompagné de toute l'équipe composée de Lohan. Bonjour Lohan. Bonjour. Corentin. Salut. Théo. Oui, salut. Et Raphaël. Bonjour à tous. Et un petit rappel sur le sujet d'aujourd'hui avec Manuel Valls qui annonce la volonté du gouvernement de prolonger l'état d'urgence. Projet qui fait d'ailleurs écho à la mesure concernant la déchéance de nationalité, mesure qui devrait entrer dans la Constitution et ayant entraîné le départ de Christiane Taubira qui occupait jusqu'alors, rappelons-le, le poste de garde des Sceaux et de ministre de la Justice. En un mot, Corentin, qu'en penses-tu ? Droitisation. En effet, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé la volonté du gouvernement de prolonger l'état d'urgence, mais que celui-ci est prêt à restreindre la durée de prolongation de cet état d'urgence à une période maximum de 4 mois renouvelable. Cela représenterait d'ailleurs une très large évolution par rapport à la loi de 1955 qui ne prévoit aucune limite temporelle. D'ailleurs, Raphaël, que penses-tu globalement de cela et de cette limitation à 4 mois ? Je pense que après les presque 3 mois d'état d'urgence qu'on a eu, il est temps de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis le 13 novembre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu près de 3021 perquisitions administratives. Bon, déjà, il faut déjà préciser, perquisitions administratives, c'est des perquisitions qui sont faites sous les ordres d'un préfet, donc d'un fonctionnaire qui est sous l'obéissance d'un pouvoir politique, et donc qui n'a pas du tout l'impartialité en tout cas théorique d'un juge. Donc déjà pour moi ça me pose un énorme problème, cet aspect extrêmement politique de l'état d'urgence. Ensuite, quant à l'efficacité, on peut voir que sur les 3021 perquisitions administratives par des préfets, on a 4 qui ont engendré des procédures pour terrorisme. Donc on peut voir déjà qu'il y a un énorme problème quand tu as la prétendue efficacité de l'état d'urgence pour combattre le terroriste, et pourtant c'est ce qu'on nous vend tant, c'est ce qu'on nous vend tellement pour pouvoir justifier d'écraser nos libertés, si je peux me permettre, parce qu'il y a eu énormément d'abus qui ont été recensés par exemple la Quadrature du Net, ou alors très récemment le cas de Monsieur Abdelmalek, dont l'assignation à résidence a été annulée par le Conseil d'État, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas su justifier et apporter des preuves quant à la prétendue menace terroriste que cette personne pouvait représenter. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect très politique qui me gêne dans cet état d'urgence, d'autant plus qu'on voit ça n'est pas efficace. J'en profite pour rebondir et donc poser une question à Corentin. Est-ce que tu penses, Corentin, que cette mesure est une mesure uniquement politique, ou est-ce que tu penses qu'elle peut véritablement avoir un impact ? Elle a un impact, mais c'est essentiellement sur la population qu'elle l'a. Puisque le but c'est que les gens se sentent en sécurité, parce que on pourra jamais empêcher réellement des attentats terroristes, surtout que l'état d'urgence c'est pas vraiment, c'est quelque chose qui avait été inventé, c'était quelque chose qu'on avait voté pendant la guerre d'Algérie, et force est de constater que ça n'avait pas empêché les attentats du FLN. C'est ce qui avait empêché les attentats du FLN au final, c'était la répression très dure d'Alger, hein. Ce qui est bon, on peut pas comparer l'état d'urgence avec la répression d'Alger par exemple. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que de 1, les Français ils restent quand même extrêmement favorables. Je crois qu'il y avait eu un sondage dessus, je crois que c'était de l'ordre de 60-70% de favorables pour la prolongation de l'état d'urgence. Je crois qu'on va vers une prolongation de 4 mois. C'est ça, 4 mois renouvelables. Oui, mais je sais pas si ça a encore été voté par contre. Non, ça n'a pas encore été voté par contre. Le gros problème qu'on a surtout, c'est que ces 4 mois renouvelables, enfin Manuel Valls a dit qu'il aimerait bien prolonger l'état d'urgence jusqu'à la fin de la guerre contre Daesh. Bon, quelque chose de totalement irréaliste et extrêmement optimiste de la part du Premier ministre. C'est pas un état d'urgence simple, mais quoi. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la police s'en sert pour régler la délinquance ordinaire. Et c'est aussi ça que font les préfets. Ils s'en servent pour régler la délinquance ordinaire et en profiter pour faire des perquisitions. Ce qui n'est pas normal. Sur des établissements ou des lieux. Avec énormément d'abus. Qui ne sont pas à strictement parler des lieux terroristes, mais qui sont des endroits mafieux. Par exemple, vers chez moi, on avait un bar qui était un haut lieu, qui était fréquenté par des gens de la délinquance juive. Hein. Et qui a été saisi par la police, qui a trouvé des armes de poing et des fusils à pompe, mais c'était pas des armes qui servent pour faire du terrorisme, c'est des armes qui servent pour faire du banditisme, quoi.
Et donc, je pense que la police s'en sert essentiellement des Ça marque quand même la délinquance ordinaire. ça marque quand même un gros problème par rapport à la police qui a besoin d'une mesure d'exception et une mesure dont les dérives ont été constatées. C'est fortement dommage qu'on ait besoin d'une telle mesure d'exception pour pouvoir tout simplement régler la délinquance ordinaire. Ça marque quand même qu'il y a un manque d'effectifs et un manque de moyens évident pour nos forces de police. Et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait plutôt jouer plutôt que sur des mesures chocs et des grandes phrases et des grands mouvements pour essayer de combattre le terrorisme. C'est pas tellement un manque, c'est plus un manque d'arsenal législatif en l'espèce. Mais je pense que c'est plus un problème rapport aux modalités pour obtenir des permissions d'intervenir dans ce genre d'établissement pour faire des perquisitions. Après, la question est vraiment de savoir ce que cherchent les Français. Et donc la question est de savoir est-ce que cette mesure met les Français vraiment en sécurité plus qu'ils le sont aujourd'hui. Que penses-tu, Théo ? Non, pas vraiment. De toute façon, je pense que c'est assez avéré le fait que l'état d'urgence ne soit pas utile dans le sens dans lequel elle a été conçue. Ça l'était comme on l'a rappelé, pendant la guerre d'Algérie, c'était une situation différente. Aujourd'hui, l'état d'urgence, ça s'ancre tout simplement dans une politique de spectacle. C'est-à-dire tout ce qu'on a à faire, c'est séduire l'opinion, prouver qu'on se droitise, voilà, justement, c'est un peu cette idée-là. Et du coup, on se retrouve finalement avec un État qui penche de plus en plus vers un État policier, un État de police en tout cas, parce que le terme d'État policier pourrait faire assez scandale, mais on s'en rapproche quand même énormément. Il y a de plus en plus de contrôles, alors que l'État avait promis de limiter les contrôles aux faciès. On n'en a jamais eu autant ces derniers mois. En plus, on remarque que parce que l'Union européenne avait interdit que l'état d'urgence se prolonge ad vitam aeternam, tandis que François Hollande voulait le prolonger, et ce qui me semble logique, au moins jusqu'en 2017 pour les prochaines présidentielles, histoire d'éviter que si un attentat arrive parce qu'il a arrêté l'état d'urgence, on lui en reproche. Ils vont tout simplement devoir constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est-à-dire rentrer en conflit direct avec le droit communautaire. Ce qui en soi est assez contradictoire, c'est-à-dire soit on fait la gueule à l'Union européenne et dans ce cas on en dit dans notre constitution état d'urgence, soit l'inverse. On se retrouve en fait dans D'ailleurs, ce qui est extrêmement choquant là-dedans, c'est que la France a quand même demandé au Conseil de l'Europe une dérogation pour ne pas respecter certains droits de l'homme. Enfin, je trouve assez impressionnant que nous, la France, qui n'arrêtons pas de faire, par exemple, la morale à des pays comme la Russie, on vienne ensuite dire qu'on peut déroger à certains droits de l'homme qui sont pourtant le socle essentiel de notre société juridique et de notre société tout court et de notre liberté, tout simplement. Oui, bien sûr, mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu un sport national de se dire s'il y a le moindre souci, la moindre chose qui ne concorde pas avec notre bloc constitutionnel, on ne va pas se plier à ce qui est censé être le droit fondamental, mais on va plutôt aller le modifier. Alors ça, je trouve ça assez ridicule, surtout... Attends. Les droits fondamentaux, on ne peut pas y toucher, par principe. Les droits fondamentaux sont constitutionnels, et si on y fait toucher, non seulement on sera retoqué par la CEDH, et par diverses autres instances internationales, telles que le Comité des droits de l'homme et autres. Et ce qui politiquement n'est pas très intéressant. S'agissant de l'état d'urgence, il est prévu dans je ne sais plus quel article par contre, mes cours de droit européen sont un peu loin, de pouvoir déroger avec un principe de proportionnalité à la Convention si en l'espèce l'atteinte au territoire et d'autres conditions telles qu'il y a. Oui, bien sûr, mais la condition... Sans fonctionnel. La condition sine qua non, c'est que ce soit une mesure d'exception. C'est bien le principe, c'est bien la définition, et c'est ce qui est confirmé de toute façon dans tous les traités internationaux qui traitent de la question. À savoir que la Convention européenne des droits de l'homme et le droit communautaire, donc de l'Union européenne, qui ne concerne pas le Conseil de l'Europe, eux affirment que la durée de l'état d'urgence, s'il venait à se prolonger jusqu'en 2017, ce n'est plus une mesure d'exception. Et partant du principe que ce n'est plus une mesure d'exception, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. D'où le problème et d'où les tensions entre le droit communautaire et l'intégrité des États qui, en plus, avec l'euroscepticisme, se retrouvent dans une situation assez complexe où l'Europe n'arrive plus à s'imposer et où les États se permettent à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui pour pouvoir maintenir ce climat de pseudo-sécurité un peu poudre aux yeux pour éviter d'aborder les vraies questions comme, je sais pas, quelle relation d'entretenir aujourd'hui avec l'Iran, qu'est-ce qu'on fait pour gérer les problèmes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, etc. Des vraies questions qui en soi ne séduisent pas, j'ai envie de dire, le dimat lambda, et dans ce cas, on leur vend autre chose. On vend autre chose, voilà, de la poudre aux yeux, plutôt que de se pencher sur des vraies questions qui en soi ne rassurent pas.
On a besoin aujourd'hui uniquement de rassurer plutôt que d'avancer. Mais d'ailleurs, je vous entends plusieurs parler du fait est que cette mesure serait une pure mesure politicienne sans véritable fondement. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement essaye aussi d'utiliser cette mesure dans d'autres ressorts, entre autres, pour essayer de trouver une solution à ce qu'on peut appeler la crise des migrants, essayer d'utiliser cette mesure, par exemple, pour se dire, alors certes, ce ne sera pas très efficace contre le terrorisme, par contre, ça peut nous permettre, en soi-disant fermant un tant soit peu les frontières, de réguler ce flux constant, Raphaël? C'est impossible. C'est impossible en l'espèce. Si on en croit les prévisions du haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, on va se retrouver avec un peu plus de 20 millions de migrants d'ici 2030. C'est simple. Considérant l'actuel du conflit au Moyen-Orient, c'est pas compliqué, on pourra faire ce qu'on veut, Daesh n'est pas prêt de bouger. Il faut écouter Marc Trévidic à ce sujet-là. Les attentats du 13 novembre ont au moins donné pour 2, voire peut-être 3 décennies d'attentats et de crises sécuritaires. Qu'importe ce qu'on a dit, que ce soit Raphaël, moi ou Coco, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Les attentats du 13 novembre n'étaient que le début. Mais bien, cela d'ailleurs permet de faire une transition sur la deuxième mesure qui fait écho donc à cette volonté de prolonger l'état d'urgence et qui rentre d'ailleurs aussi dans le projet de réforme constitutionnelle qui concerne la déchéance de nationalité par rapport aux terroristes. Déchéance qui devait à l'origine concerner uniquement les binationaux pour éviter tous les apatrides, mais qui au final devrait et pourrait concerner tout le monde, donc y compris ceux qui ne sont pas binationaux. De plus, la déchéance se retrouve dans le nouveau projet étendu parce qu'elle ne concernerait non plus uniquement les crimes concernant le terrorisme, mais également les délits, tels que le demandait d'ailleurs le parti Les Républicains. En effet, la déchéance pourrait être prononcée à l'égard d'un Français qui est jugé coupable d'apologie du terrorisme. Théo, un avis sur la question ? Oui, alors en fait, je pense que le fait d'avoir, enfin, ça c'était la volonté de Manuel Valls, mais de modifier le projet de révision constitutionnelle en faisant passer de quelque chose qui est, on va créer deux sortes de citoyens français, parce que ça, en droit, ce n'est pas une opinion, c'est en droit. Alors, le premier article de la Constitution de 58 dispose justement, enfin c'est le préambule si je me trompe pas, que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Alors là, c'est bien devant une même situation juridique. Un Français accusé d'actes de terrorisme et un binational n'aurait pas eu la même sanction. Donc, on aurait rompu directement avec l'article 1er de la Constitution de 58. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On induit ça dans la Constitution, on modifie, si ce n'est le premier article, la Constitution, la consensus, et on se retrouve en fait à dire, bon, puisque c'est une mesure discriminatoire, puisqu'on est encore, entre guillemets, un gouvernement de gauche, on va concerner tout le monde. Pour ne pas passer dans le ridicule, on va concerner absolument tout le monde. Sauf que, à noter que lorsque des binationaux vont se retrouver en situation de déchéance de nationalité, ils vont aller dans un autre pays, qui ça se trouve ne sera encore plus pas leur pays de naissance, puisque ils auront pu naître en France. Et nous, comment on va expliquer, par exemple, au pays, j'en sais rien, peut-être la Turquie, que quelqu'un qui est né en France, qui ne parle pas turc, qui ne connaît même pas le nom du président turc, qui est accusé de terrorisme en France, se retrouve sur son territoire. Qui plus est, on va se retrouver avec des traités qui seront pas respectés, notamment tous les traités post-Seconde Guerre mondiale qui interdisent, notamment tout ce qu'on a ratifié avec l'ONU, de créer des apatrides. Au final, en créant une loi, on se retrouve à nous placer dans une situation internationale déplorable. Bah, le problème surtout, c'est que je crois qu'on n'a pas justement ratifié ce traité et que la France n'a pas encore l'intention de le faire. Je crois que c'est le problème majeur avec cette mesure. Mais pour bondir, il y a un gros problème avec la déchéance de nationalité. Bon, déjà, on est quand même, que ce soit dans les médias ou la sphère politique, en France, on a cette spécialité de débattre des mesures qui ne servent strictement à rien dans la lutte antiterroriste. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper, par exemple, des dérives dangereuses, on en parlait tout à l'heure de l'état d'urgence, on préfère parler de la déchéance de nationalité qui ne réglera absolument en rien la question du problème terroriste et qui ne réglera en rien la lutte contre celui-ci. Ce qu'on peut voir surtout, c'est que c'est une mesure qui est extrêmement, je trouve, arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune limite, à part celle que pose la loi,
à la déchéance de nationalité. C'est-à-dire certains vont dire il faudrait seulement pour les binationaux, ils vont justifier avec leurs propres raisons personnelles, d'autres vont dire il faut pour tout le monde, d'autres vont dire comme monsieur Philippot, il faut l'étendre encore plus pour les délits de droit commun, d'autres vont dire il faut l'étendre à ceux, par exemple, j'entendais Jean-Jacques Bourdin qui faisait cette proposition à ceux qui ne payent pas leurs impôts en France. Bref, c'est une mesure qui en fait ne dépend que de l'arbitraire du pouvoir politique, et c'est un point qui est extrêmement dangereux vis-à-vis de nos libertés fondamentales, on en parlait tout à l'heure. Donc je trouve que la chandelle n'en vaut pas le coup, qu'on mette en place une telle mesure qui est déjà prévue par le Code civil, au prix de peut-être à long terme perdre beaucoup de nos libertés civiles. Et c'est pas que ça non plus, c'est aussi un moyen de refiler le bébé à quelqu'un d'autre, pardonnez-moi l'expression. On n'assume pas nos conneries, enfin on n'assume pas la causalité de ce qui a la causalité de ce qui a entraîné le fait que nos ressortissants se radicalisent et deviennent prompts à essayer de massacrer les nôtres sous couvert d'une idéologie plus ou moins discutable, bref. Et c'est surtout ça après, ça s'arrête pas que là, il y a aussi un ordre purement symbolique. Oui, mais les symboles, je trouve que il est pas assez fort pour perdre peut-être à long terme beaucoup de liberté si jamais un pouvoir politique arbitraire venait à l'étendre de manière, je dirais, totalement abusée. L'autre problème, et ça tu viens d'en parler, c'est que, encore une fois, on adore débattre sur les mesures qui n'auront aucun impact sur la lutte antiterroriste. Il serait peut-être temps que la sphère médiatique et politique s'intéresse à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à créer des terroristes en France, quelles sont les vraies solutions, au lieu de savoir si est-ce qu'il faut inscrire dans la Constitution une mesure qui ne servira totalement à rien, d'autant plus, et ce sera le dernier point que je voudrais aborder, que la Constitution, on les connaît, mais peut-être qu'on n'en débat pas assez. D'autant plus que la Constitution, je suis désolé de dire que elle n'est pas faite justement pour gérer ce genre de mesures, elle est déjà prévue par le Code civil, et aujourd'hui, si on en arrive à une 5e Constitution, c'est parce qu'on a une tradition française qu'on adore, qui consiste à modifier tout le temps notre constitution dès que la situation politique arrange certains. Et il serait peut-être temps d'arrêter avec cette coutume qui nous fait beaucoup de mal. Vous êtes tous globalement donc d'accord sur le fait est que cette mesure est relativement, pour ainsi dire, inutile. Mais la question qui se pose, et je vais laisser réagir Corentin sur cette question, mais pourquoi alors accorder tant d'importance? Pourquoi le gouvernement accorde-t-il tant d'importance à cette mesure qui au final est désuète? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, tout simplement. Il n'y a pas que ça, c'est qu'on est dans un climat aussi, au moment où François Hollande a annoncé la mesure, on était dans un climat d'union nationale. Il fallait que François Hollande prenne des mesures qui viennent de tous les bords politiques. Et la déchéance de nationalité était reprise de la droite, voire du Front National. Et c'était la mesure parfaite pour prouver que le gouvernement était ouvert à toutes les propositions et ouvert à toutes les mesures pour essayer de combattre le terrorisme. En tout cas, moi je le vois comme ça. Théo, tu avais l'intention de... Après, je te relaisserai la parole, Corentin. Théo, oui, non, moi, c'est pour dire, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, c'est que on vend énormément de choses en français, on a l'impression qu'il y a tellement un espèce de sursaut patriotique, parce que les gens ont envie d'appeler ça, moi j'aurais plutôt envie de parler d'une crise identitaire, mais que tout ce qui touche un peu à la lutte, j'ai envie d'être très cru, mais anti-islam, voilà, tout ce qui est un peu ce ressort du sursaut français, identitaire, franchouillard, etc. Dès qu'on a la moindre mesure qui nous vend cette mouvance islamophobe, les gens sautent dessus. C'est-à-dire, on leur vend la déchéance de nationalité, aucun mec n'est blairé de l'expliquer, d'en induire les conséquences dans la Constitution, de comprendre ce qu'elle veut dire et ce qu'elle ne veut pas dire. Et là, tout le monde saute sur le paquet. Mais c'est magique, parce que on arrive à détourner l'attention des gens, à en faire une société de personnes qui ne sont absolument pas érudits, qui vont pas les poser les bonnes questions, qui ne vont pas aller ouvrir des journaux pour se demander mais quelles sont les vraies questions, quelles sont les questions à se poser. Là, on crée de toutes pièces une fausse question qui répond une fausse réponse, en tout cas qui répond à une fausse question. Alors, on se demande après encore, mais pourquoi on se retrouve avec Pegida, Calais, etc. Mais le gouvernement qui essaye de se faire supporter par ses citoyens en adoptant des mesures de droite, parce que la déchéance de nationalité, on le sait tous, est une mesure... je veux pas dire, mais venant d'un socialiste, ça la fout un peu mal quand même. Ça fait presque 30 ans que des universitaires de tous bords se posent la question du pourquoi de la montée de ce genre de mouvement. Et bizarrement, ces universitaires en tout genre se font littéralement massacrer, ou encore mieux, ils se font traiter d'islamophobes.
Ça la fout vraiment mal de quelqu'un, d'un socialiste. Excuse-moi de te dire que Théo n'est pas responsable de cette situation. Ah non, je le prends pour ta faux. Sinon, je vois pas pourquoi ça pas une mesure de gauche, de droite. Hein. Mais sinon, je vois pas en quoi c'est une mesure de droite. Hein. Les Jacobins ont bien nationalité aux ennemis de la République. Hein. Oui, non, mais les Jacobins, c'est une autre époque, surtout que je ne suis ni socialiste ni responsable de ce qui a été dit. Et quelqu'un de gauche plus généralement. La déchéance de nationalité dans l'histoire proche, était une volonté de réforme constitutionnelle de l'ex-Union, de l'ex-UMP. Et un peu plus loin, la dernière fois que la déchéance de nationalité a été appliquée car applicable, c'est sous le gouvernement de Vichy. Preuve en est, le général de Gaulle n'était pas français de 40 à 44. Alors voilà, j'ai envie de dire, il y a quand même un peu un héritage historique. Alors pour un symbole, ça l'a fait un peu mal. Pour un symbole d'union nationale, aller chercher des références constitutionnelles qui relèvent des actes constitutionnels vichistes. Je suis désolé, c'est pas le top. Mais une nation, c'est une communauté politique qui a besoin de symboles. Et l'appartenance ou non à celle-ci, ne serait-ce que d'un point de vue juridique, en fait partie. Hein. C'est pour ça que les gens soutiennent massivement. Tu dis qu'ils sont pas érudits, etc., et qu'ils réfléchissent pas, mais faut être factuel. Eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est des gens qui s'opposent à la communauté nationale en soutenant des ennemis de la communauté nationale. C'est donc pour ça qu'ils supportent que ces gens-là n'aient plus de nationalité. Et d'ailleurs, je crois que vous en avez parlé, mais je suis plus très sûr. Il me semble que Valls a parlé de ratifier une convention de 1961 de l'ONU qui permet de créer des apatrides, par exemple. Notamment au cas où ils remettent en cause la sûreté et les fondements de l'État qui la signe. Hein. Mais je vois pas en quoi ça justifie cette mesure. J'ai pas dit que ça justifiait, mais j'ai dit que ça touchera plus seulement les binationaux. Oui. Ah oui, mais ça de toute façon, ça pourra également créer des apatrides chez les gens qui sont nés français. Juste pour répondre, j'ai pas dit que les gens n'étaient pas érudits ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est très simple pour la sphère politique aujourd'hui de vendre de fausses questions auxquelles les gens adorent sur les réseaux sociaux, à la télévision, amener des technocrates pour débattre et apporter de fausses réponses inéluctablement puisqu'on pose de fausses questions. Et les gens adorent ça. On aborde des questions qui, au final, entretiennent cet état d'esprit assez revanchard, assez identitaire, qui crée en fait simplement un climat plus haineux qu'il ne pourrait l'être si on n'adoptait pas ces mesures pseudo-sécuritaristes. C'est pas vraiment haineux, c'est plus une question de symbole. Hein. On sait tous qu'il y a... Et quand tu soutiens un ennemi de la communauté nationale, tu peux pas te revendiquer français. C'est juste de la logique. Hein. Enfin... Ça va même plus loin que ça. Mais excuse-moi, c'est totalement arbitraire. C'est-à-dire le simple crime, le simple meurtre, par exemple un tueur en série, on peut dire qu'il s'attaque aussi à la communauté nationale. Bon, on peut aussi dire que quelqu'un qui paye pas ses impôts, il est contre la communauté nationale puisqu'il ne participe pas à l'effort collectif. Enfin, c'est ça le problème majeur de cette mesure, c'est que c'est totalement arbitraire de poser un cadre, de dire voilà, quand c'est comme ça ou comme ça, on n'est pas digne d'être français, en sachant que les abus existent, les abus sont possibles, et qu'il y a un énorme prix à payer à mettre en place cette mesure. Mais messieurs, pour faire la jonction entre les deux sujets d'aujourd'hui, la question qui se pose vraiment derrière, c'est comme on l'a vu, c'est qu'à chaque fois, il y a la volonté d'obligatoirement passer par la Constitution. La question est donc de savoir, mais est-ce que cette réforme constitutionnelle est obligatoire à chaque fois? Selon vous, est-ce qu'elle est obligatoire pour faire avancer les choses ou au final est-elle totalement superflue? En fait, si je peux répondre, elle n'est pas obligatoire de fait, elle est obligatoire de droit, simplement parce que la plupart des choses qui vont rentrer apparemment, si le Congrès l'accepte, dans notre Constitution, sont absolument illégales sur un plan international. Sur un plan du droit communautaire, c'est illégal, notamment la création d'apatrides par extension et par cas de jurisprudence aussi. Donc, le seul moyen que l'on a, nous, de faire passer autant de choses qui, aujourd'hui, sortent du cadre légal que l'on a dans nos traités, dans nos accords internationaux et dans nos conventions qu'on a ratifiées, c'est de modifier notre constitution qui vient chapeauter tout ça. Sinon, on se retrouverait dans une situation internationale d'une déplorable, s'il sera le cas dans tous les cas, mais en plus illégale. C'est-à-dire vraiment la France serait condamnable. Enfin, pour terminer l'émission, j'aimerais vous poser une dernière question. On a parlé des mesures qu'avait mis donc en place et que tente de mettre en place le gouvernement pour essayer de lutter contre le terrorisme. Mais selon vous, quelles sont les vraies mesures que devrait prendre le gouvernement et les gouvernements pour essayer de lutter efficacement contre le terrorisme? Donc on va commencer par notre M.
Nolwenn. Il faudrait déjà commencer par détruire les banlieues, tout simplement. Les raser et recaser, et essayer de recaser des gens dans des zones qui fassent moins enclos pour les pousser à aller s'intégrer. Il faut aussi lutter contre le chômage. Il y a réformer l'école, essayer d'en faire un modèle plus performant, et stopper l'afflux migratoire aussi, pour ne pas continuer à entasser les gens dans des ghettos qui ne savent à peine parler français, qui font des enfants qui se retrouvent complètement déclassés. Il y a tellement de choses à faire. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de gauche, même socialiste. Hein. Mais ce sont des choses de simple bon sens. Aujourd'hui, depuis à peu près, on va dire 30 ans, il y a eu un énorme afflux migratoire. Autant pour les immigrés de 4e, 5e ou 6e génération, voire même 6e, comme je dis, il n'y a pas vraiment de souci là. Mais quand on regarde dans des zones telles que les quartiers de Toulouse, Toulon, Lyon, on a aussi Montpellier, il y a des zones de l'endroit qui s'installent petit à petit où l'État laisse les choses partir à volo et s'autogérer, quoi. Sauf que ça ne devrait pas exister. Sauf que aujourd'hui, on se retrouve dans un état de fait où d'un côté, on a les zones rurales qui sont complètement abandonnées, ces zones périurbaines qui sont complètement délaissées, un chômage de masse qui s'installe depuis plus d'une vingtaine d'années, des repères identitaires qui tombent à volo. On se souviendra du superbe débat d'identité nationale de M. Sarkozy. C'est vrai que c'était super utile. Encore, sans compter aussi aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est la connivence entre islamistes et gauchistes. Suffit de voir entre autres, enfin gauchistes, les pointes et éléphants du Parti Socialiste. Suffit de voir l'affaire de Jean-Louis Bianco, ou encore les propos de Madame Royal dans Marianne, ou plus un peu moins récemment l'affaire du salon musulman sur de la position de la femme dans le monde musulman, où il y a eu entre autres une conseillère régionale PS qui s'est fait traiter de tous les noms par son propre parti. Il y a tellement de choses qui sont à traiter que ça devient ignoble. Et c'est un énorme sac de nœuds, en fait, où on se retrouve à ne pas vraiment savoir quel nœud tirer pour pouvoir en sortir. Et malheureusement, il y aura des morts, et c'est pas prêt de s'arrêter. Corentin, des solutions avancées contre le terrorisme? Ces solutions se passeraient d'abord non pas par un arsenal législatif, mais par l'administration et le contrôle exécutif, à savoir renforcer les moyens du contre-espionnage, de l'espionnage, et puis ça passera aussi par des solutions géopolitiques, puisque il s'amorce un conflit parce que le conflit syrien n'est pas encore réglé et que l'État islamique il n'est pas prêt de se régler, surtout. À progresser. Oui, surtout avec l'Arabie Saoudite et l'Iran qui commencent à intensifier leur tension. Enfin, il va falloir régler tout ça. Mais après, au niveau intérieur, je rejoins globalement les situations, les solutions de Loan, pardon. Puis il faudrait aussi, surtout, redonner à ces gens des symboles et des quelque chose de plus spirituel, je dirais, un peu comme on avait une vision de la patrie au 19e siècle, au 20e siècle, à quoi se rattacher. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus grand-chose à se rattacher, du coup, ils se rattachent à l'islam radical. C'est comme ça. Hein. C'est ça qui fait des terroristes. Ça ne se résume pas qu'à ça. Si, c'est surtout ça qui fait leur adhésion. Non, il n'y a pas que ça, justement. L'idée des minorités opprimées par le... Laissez Corentin finir. Oui, et puis il faudra également en finir avec toutes les pensées communautaristes, etc. Et là-dessus, Loan a raison. Il faut briser le communautarisme, il faut... j'hésiterais peu. Je pense qu'il faudrait peut-être même pas hésiter à interdire certaines associations comme les indigènes de la République, par exemple. On va laisser intervenir Raphaël, qui a pas l'air tout à fait d'accord avec vous. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je pense. Il y a plusieurs aspects à voir. D'abord, sécurité intérieure. Ça fait des années qu'on a abattu, morceau par morceau, une fonction qui est pourtant régalienne, qui est celle de la police et de la justice. Il serait peut-être temps Non, mais je suis pas d'accord sur ça. Il serait peut-être temps de remettre en place des nouveaux postes, de créer des postes, de mettre un véritable arsenal pour accélérer les procédures judiciaires qui sont nécessaires durant des enquêtes, tout simplement. Et c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il faut jouer. On parlait tout à l'heure de zones de non-droit, alors je sais pas si on en est jusque-là, mais en tout cas, je pense que ça reflète bien une chose, c'est qu'on a un manque évident de policiers et autres corps de policiers, il y en a toujours eu, c'est pas le souci. Oui, non, mais il en manque. On a supprimé des dizaines et des milliers de postes
durant Non, des les flics, années et c'est des pas- années, on les a flics, c'est pas baissé spécialement on a le souci. baissé les dépenses dans tout simplement ce rôle essentiel de l'État pour nous protéger et pour protéger nos libertés. Non, mais il manque pas de flics. En proportion, les flics, ils y sont. Moi, je peux te dire, excuse-moi, alors moi qui habite à Paris, très clairement, on a annoncé l'état d'urgence, on a dit oui, il y aura des militaires partout, tout sera surveillé. Je suis désolé de te dire que les lendemains des attentats, quand j'étais à Paris, on voyait effectivement à quelques endroits précis des casernes de CRS et de policiers, mais il y a beaucoup d'endroits qui pourtant sont des musées et des lieux publics où il n'y avait personne pour surveiller. Et je pense qu'il n'y a pas que Paris qui est dans ce cas-là. Il y a d'autres métropoles et d'autres villes qui ont un besoin de policiers, et que ce soit aussi dans la justice. Si on en est aujourd'hui à cette situation où les procès durent tant de temps, bon évidemment il y a des raisons intrinsèques à la fonction même de justice, mais c'est parce qu'il y a aussi un manque évident de postes et de moyens financiers. Et je pense qu'il faut même mieux jouer là-dessus. Juste, je te ferai signaler que le ENM, l'École nationale des magistrats, pour ceux qui ne connaissent pas, des concours ouverts à Bac+5, est amené à faire de la pub sur Instagram. Après, moi je dis ça, je dis rien. Mais là où je pense qu'il faut vraiment jouer, ce n'est pas tant sur la surveillance, parce que ça n'a jamais marché, autant le dire très clairement, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça n'a jamais empêché les attentats. Ça a juste permis d'accélérer quelques enquêtes judiciaires et de faire quelques abus au passage, on a pu le voir, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est vraiment sur ce côté financier qu'il y a à jouer. Après, je pense, au-delà de la sphère politique, qu'il y a une sphère sociale qui doit se prendre en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui délaissent aussi, qui ne posent pas leurs enfants. On peut le voir, que ce soit dans les écoles et autres, des enfants qui sont à l'abandon, qui ne savent pas lire à la fin du CM2, ni compter. Et déjà ça, c'est un point qui est extrêmement grave, et c'est symbolique d'une éducation, je parle bien d'une éducation parentale, qui est peut-être en perte. Alors, je ne sais pas si l'État a un rôle à jouer là-dedans, mais peut-être que la société civile a besoin de se reprendre en main là-dessus. Enfin, je laisserai donc la parole à Théo. Tu vas répondre donc à la même question que les autres chroniqueurs. Quelles sont tes solutions pour lutter contre le terrorisme? Alors, moi, je suis relativement d'accord avec l'idée qu'il y a deux points. Alors, je suis d'accord sur la forme, du coup, maintenant pas sur le fond. Il faut notamment aborder deux points, le point intérieur et le point extérieur. Je pense que sur la question de l'extérieur, on a besoin de réformer les relations entre les services de renseignement des différents pays de l'Union européenne. Il y a un projet qui a été proposé, qui a été longuement étudié depuis Attali comme conseiller sous Mitterrand, donc ça fait longue date, de créer une armée européenne. Ça ne sera pas fait, et en tout cas, ce ne sera pas fait à temps. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est une collaboration renforcée des services de renseignement contre le terrorisme, puisqu'on sait que la lutte contre le terrorisme passe beaucoup plus par le prix incroyable de l'information que par les interventions effectives. Deuxième point, à mon avis, ce rassemblement et ce rapprochement des pays européens doit se faire avec la Russie. On n'arrivera pas à intervenir efficacement au Proche-Orient sans l'accord de la Russie, sans des compromis avec Russie. Autre point, en intérieur, je pense qu'il y a évidemment une crise sociale qui est liée aussi à cette crise identitaire, etc. Au-delà de ça, ce n'est pas directement lié au terrorisme. Daesh, l'État islamique, etc., ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, et ce ne sont pas des Français. Il y a des Français, évidemment, bien sûr, mais la lutte contre Daesh ne passe pas contre la lutte contre les c'est un problème mondial, c'est un problème international, et on ne peut pas se concentrer uniquement sur nos petits problèmes internes. Après, je pense qu'il y a différentes choses à faire pour renforcer la cohésion sociale, parce que je pense que c'est la notamment revaloriser, par exemple, ce sont des détails, mais ça favorise à long terme, revaloriser, par exemple, la profession de professeur des écoles, pour que on se retrouve avec des formations ou organiser conjointement une réforme du système scolaire, on se retrouve avec une réelle identité française, mais pas un identitarisme exacerbé. On se retrouve également peut-être avec une réflexion différente sur l'insertion sociale, sur comment briser la marginalité, essayer de réintroduire les personnes mises en marge à cause du chômage, etc., par d'autres voies, par le monde associatif. Voilà, tout ça, je pense que c'est un facteur qui, si on arrive à casser un peu cette période d'identitarisme à la con, en disant, bon, on va essayer de jouer sur la cohésion sociale, et dans ce cas-là, on brise
les cadres de marginalité et que ces personnes exilées, ces personnes isolées, au final, se sentiront encore plus différentes, et dans ce cas, ça peut briser un peu, je pense, ce cercle vicieux. Et je pense que ça passe par là. Je pense que ça passe par le fait qu'il faut mettre une priorité interne à la cohésion sociale, à la revalorisation des personnes vivant en marge, et en externe, avec une cohésion européenne et des compromis faits à la Russie. Eh bien, merci messieurs pour votre intervention lors de cette deuxième édition de Parlons peu, parlons bien. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une troisième édition. Vas-y, coupe sur ton PC.